cette nouvelle webconférence de rentrée organisée par le groupe Mascar. Je suis Maxime Vermès, directeur général de Mascar. C'est un grand plaisir de vous voir connectés si nombreux ce matin. Alors, cette rentrée est bien chargée entre la guerre commerciale lancée par le président américain au printemps, les tensions internationales et les risques géopolitiques dans plusieurs zones du monde, et évidemment la crise politique qui est à nos portes en France. On traverse le moral des investisseurs peut être parfois en berne. Alors, on ne va pas parler ce matin de fiscalité, même si on sait que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur les mesures fiscales qui pourraient voir le jour, mais on va préférer consacrer un temps dédié quand on y verra un peu plus clair dans les prochaines semaines. Alors, on constate souvent un écart important entre la perception des marchés par les investisseurs et leur situation, je dirais, objective. Et c'est pour ça que pour faire des choix d'investissement éclairés, il nous paraît important de prendre un peu de recul, d'analyser effectivement la situation des économies et des marchés. Et donc, pour cette présentation ce matin, j'accueille mes collègues de Mandarine Gestion, Adrien Dumas, qui est directeur des investissements de Mandarine. Bonjour Adrien. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et j'accueille également Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat, également chez Mandarine Gestion. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer, on a, comme vous le savez, coutume de le faire, on prend le rétroviseur et on reprend la situation au mois de janvier, lors de notre dernière webconférence, avec les différentes vues et idées qu'on avait partagées avec vous. Donc Damien, je te laisse la parole pour faire le bilan entre effectivement janvier et ce qui s'est passé cette année. Très bien. Eh bien, allons-y. Alors, au mois de janvier, on prévoyait que toutes les croissances, toutes les zones du monde seraient en croissance en 2025. Et donc, qu'à partir de là, les indices actions ne paraissaient pas tellement en risque. Et à ce jour, effectivement, on a des croissances dans toutes les zones économiques. On a une croissance qui résiste bien en Europe, une croissance qui résiste très bien aux États-Unis, même si on verra tout à l'heure qu'elle fléchit un petit peu. Et dans les pays asiatiques ou les pays émergents, pareil, une situation qui est relativement solide, et ce qui permet aux marchés financiers d'enregistrer des bonnes performances en ce début d'année. Le deuxième élément important et qui reste très important, c'est un élément banque centrale dont on soulignait qu'elles avaient accumulé des munitions et qu'elles pouvaient soutenir et relancer en cas de besoin. Alors, on a indiqué là que la Fed n'avait pas encore bougé. Eh bien, si, elle a bougé hier soir, puisqu'elle a baissé ses taux d'intérêt de 0,25. Donc, elle a enclenché un cycle de baisse pour soutenir un peu son économie, alors que la BCE a bougé 3 fois cette année déjà, en baissant ses taux à 3 reprises de 0,25. L'important, c'est que les banques centrales, encore aujourd'hui, conservent de la marge pour soutenir les économies en cas de besoin. Troisième élément qu'on soulignait, c'était l'intérêt des marchés obligataires. Et effectivement, les marchés obligataires ont été encore très performants sur ces 8 premiers mois, avec des obligations privées notamment qui ont très bien fonctionné, puisque les obligations investment grade progressent de presque 3% et le haut rendement de un peu plus de 4%. Donc, toujours des très bons moteurs de performance avec une volatilité réduite. Élément suivant, on parlait des marchés US qui déjà en début d'année étaient hauts, mais on estimait que comme les bénéfices des entreprises allaient continuer de croître, ça n'empêcherait pas les marchés actions US de poursuivre leur hausse. Et effectivement, on a eu des très bons résultats d'entreprise, donc ça a soutenu les marchés actions US qui sont aujourd'hui à plus de 10% de performance. Dernier élément, c'est qu'on tablait sur une poursuite de la surperformance de la zone euro, en tout cas une poursuite de la surperformance boursière. Alors, ça a été le cas jusqu'au mois d'avril, et puis le Liberation Day, donc les annonces de droits de douane par Donald Trump, ont quand même un peu remis en question pas mal de choses, et ça a provoqué le grand retour des États-Unis. Et on verra si c'est durable ou si l'Europe peut tirer son épingle du jeu malgré le changement de contexte. Éléments à surveiller, taux d'intérêt attendu en baisse, marché de l'emploi, consommateur. Bon, ça, c'est toujours très important. Donc, bilan en ce début de mois de septembre, vous voyez qu'il y a du vert partout sur la dernière ligne, c'est-à-dire que tous les marchés actions sont en hausse et sont en hausse de pratiquement 10%, voire plus. Et toutes les classes obligataires également enregistrent des bonnes performances, que ce soit en Europe, aux États-Unis, et les matières premières également. Donc, c'est la première fois depuis pas mal d'années qu'on a absolument toutes les classes d'actifs qui sont en hausse.
Alors, question numéro 1, évidemment, c'est est-ce que ces hausses sont justifiées? La réponse, elle est affirmative. Hein. Premier élément, si vous regardez le graphique de gauche, le S&P 500, la courbe jaune, les bénéfices des entreprises ont progressé de 12%. C'est à peu près la hausse des marchés actions américains. Donc, on met en parallèle sur le graphique de droite les niveaux de valorisation des différents marchés. Vous voyez que par rapport au début d'année, les marchés actions américains ne sont pas vraiment plus chers aujourd'hui qu'ils l'étaient en début d'année. Donc, il n'y a pas eu de renchérissement et la hausse a été tirée par les bénéfices des entreprises. En Europe, l'image est un petit peu différente. Les bénéfices ont plutôt baissé sur le premier semestre. Les marchés pourtant ont progressé. Donc, c'est ce que vous voyez à droite. Le plus 12%, c'est la hausse de valorisation des marchés européens. Alors, ça ne nous choque pas vraiment parce que les marchés européens n'étaient pas chers au début de cette année. Et la deuxième chose, et on le verra après, c'est que l'économie européenne est attendue en accélération l'année prochaine. Donc, les marchés financiers commencent déjà à anticiper l'accélération. Donc, oui, c'est mérité aux États-Unis et oui, c'est mérité en zone euro. Pour la partie obligataire, c'est très largement mérité. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur ces graphiques, les taux de défaut sont restés très bas. Ça veut dire que les entreprises gardent des bilans qui sont très sains. On vient de voir qu'elles avaient des résultats qui progressaient ou en tout cas des résultats qui restaient solides avec des situations financières qui ne laissaient pas présager de problèmes de remboursement de dette. Donc, on a continué de toucher les rendements sur les obligations et on n'a pas d'inquiétude particulière sur la suite. Donc, pour l'instant, la performance des marchés nous paraît totalement justifiée. Maintenant, la question, c'est quelles sont les perspectives? Alors, on va passer un peu de temps sur la France parce que on sait que c'est un sujet qui passionne beaucoup les investisseurs français et que ça provoque beaucoup d'inquiétudes. Alors, on va quand même rappeler que la France, même au sein de la zone euro, a une importance toute relative, hein, même si évidemment c'est un pilier de la construction de l'euro. Et alors au niveau mondial, évidemment, on n'en parle pas, la France n'a pas beaucoup d'impact sur l'économie mondiale. Mais si on regarde un peu plus précisément quels sont les risques sur la France, d'abord quelques éléments clés très importants qu'on a tenu à rappeler, c'est l'endettement de la France. Alors première chose, la durée moyenne de la dette française est de un peu plus de 8 ans. Donc ça veut dire que c'est une durée longue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement français met beaucoup de temps à renouveler son stock de dettes existant. Donc, ça veut dire que si le coût de l'endettement monte, il ne monte que très graduellement. Et aujourd'hui, le coût de cet endettement, il est d'un peu plus de 3%. Alors, c'est pas très élevé, hein. Ça reste des niveaux de taux qui sont relativement faibles. Et surtout, ce qui est important, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, qui est un petit peu plus compliqué, c'est en fait, c'est à quel prix le gouvernement français emprunte en fonction de la durée. C'est-à-dire que si la France emprunte sur 9 mois, elle va payer 2%. Si la France emprunte sur 7 ans, elle va payer 3%. Et sur 20 ans, elle va payer 4%. Et ce que ce graphique montre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la France peut emprunter aux alentours de 3, 3,1, 3,2 sur des durées de 7 à 8 ans. Donc, le coût de l'endettement français va continuer de monter, mais il va monter très graduellement. Donc, le problème de l'endettement n'est pas un problème de masse, c'est un problème de tendance. Et effectivement, la tendance aujourd'hui, et là on parle de déficit budgétaire, la tendance du déficit budgétaire français n'est pas très bonne. Si vous regardez à gauche, évidemment, la courbe rouge, alors on n'est pas pire que les années précédentes, enfin on sort des années Covid, mais on est sur une tendance quand même très élevée avec des niveaux de déficit attendus un peu supérieurs à 5%. Alors, évidemment, il faut des mesures budgétaires pour que ce déficit ne se dégrade pas. L'attente était que ce déficit allait passer autour de 4,5% en 2026. Le marché n'y croit plus et les derniers événements politiques font penser que le déficit de 2026 sera autour de 5 ou un petit peu plus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Il faut faire des efforts, bien sûr, mais les investisseurs internationaux gardent confiance dans la dette française. Donc, la France émet de la dette sans trop de difficultés. Et en général, les émissions sont souscrites de 2,5 à 6 fois. Donc, il n'y a pas de problème de confiance. Le jour où on commencera à avoir des inquiétudes, c'est quand on s'apercevra que les investisseurs font un peu moins confiance à la dette française. Et là, il sera temps de se poser des questions. Maintenant, au niveau économique, on a toujours la perception en France
que l'économie va mal. Alors, l'économie n'est pas d'une vigueur absolue, mais l'économie tient extrêmement bien. Et la première raison à ça, c'est que si vous regardez le graphique de gauche, vous avez une inflation des salaires qui reste supérieure à l'inflation globale en France. Hein. Donc, ça veut dire que les salariés gagnent du pouvoir d'achat. Hein, et évidemment, c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour la plupart des pays occidentaux, le salarié et la consommation représentent l'essentiel de la construction du PIB. Donc, tant qu'on a un marché de l'emploi qui résiste, des salaires qui sont corrects et, dans le meilleur des cas, des gains de pouvoir d'achat, normalement, l'économie ne doit pas subir de choc particulier. Alors, en plus, j'allais dire, aujourd'hui, l'économie française tient assez bien avec des taux d'épargne qui sont très élevés. Hein. Donc, il suffirait que les taux d'épargne baissent un petit peu pour que la consommation retrouve une deuxième vigueur. Et ça permettrait à l'économie française de faire mieux que résister. Hein. Et si on regarde le graphique de droite, alors, et ça nous permettra de faire une transition aussi sur la zone euro, vous avez le taux de chômage de la France qui est à peu près stable depuis 3 ans, pendant que le taux de chômage de la zone euro est, lui, très nettement en baisse. Donc, pour l'instant, au niveau économique français, il n'y a pas de problème particulier. Et il y a même certaines études assez surprenantes qui sortent, notamment, par exemple, très récemment, la lettre de conjoncture de la Banque de France, qui est sortie cette semaine, et qui continue, malgré les incertitudes politiques, de prévoir une accélération de l'activité au mois de septembre. Et cette étude, elle est faite à partir de… Ils interrogent 8500 dirigeants d'entreprise. Donc, c'est vraiment toutes les tailles d'entreprise en France. Et ce qui leur sort, c'est que pour l'instant, même si le niveau d'incertitude a augmenté, il n'y a pas de dégradation inquiétante de l'activité française, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, maintenant, si on passe sur les économies mondiales et européennes, la chance de la France en plus, c'est que sa situation s'intègre dans une économie européenne et dans une économie mondiale qui est assez résistante. Donc, évidemment, la France bénéficie aussi du dynamisme des pays qui l'entourent. Alors, si on commence par une vision un peu plus globale, sur le graphique de gauche, vous avez ce qu'on appelle l'indicateur de surprise économique pour la zone euro et pour les États-Unis. Alors, ça, sur les derniers mois, ça s'est un petit peu tassé, mais on reste sur des niveaux supérieurs à 0. Ça veut dire que aussi bien les États-Unis que la zone euro continuent de surprendre positivement. Donc, ça, c'est un premier élément de dynamisme. Et si vous regardez le graphique de droite, qui peut être encore plus intéressant, c'est la croissance des PIB des différentes zones mondiales. Enfin, en l'occurrence, vous avez les États-Unis en bleu, la zone euro en rouge et l'Allemagne en gris. Et c'est la croissance de PIB cumulée sur 2025-2027. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une zone qui a des grosses révisions en hausse depuis quelques mois, mais depuis quelques semaines même, on va dire, c'est la zone euro. Donc, la zone euro, pour l'instant, fait mieux que résister, et on a même des révisions en hausse de la croissance attendue pour l'ensemble de la zone. Et ces éléments-là, si on en donne une autre illustration, ils sont corroborés par les indicateurs avancés qui sont les plus utilisés par les investisseurs, qui sont les indicateurs PMI, donc qui là aussi se basent sur des sondages. À partir du moment où ces chiffres sont supérieurs à 50, ça veut dire que la zone est en expansion. Et si vous regardez la zone euro, alors vous avez un PMI service qui est particulièrement important parce que ça représente 80% de l'activité européenne, qui est, on va dire, à peu près stable depuis le début de l'année, mais pratiquement toujours au-dessus de 50. Donc, il n'y a pas de signe de ralentissement particulier sur la partie service. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la partie manufacturière, alors qui représente une part moins importante, mais qui est importante malgré tout, qui a passé les 3 dernières années en zone de contraction, vient de repasser en zone d'expansion. Et ce qui est particulièrement encourageant, si vous regardez le graphique de gauche, c'est que le sous-indicateur de ce PMI manufacturier, sous-indicateur qui suit les nouvelles commandes, ce sous-indicateur, il est repassé au-dessus de 50 sur les nouvelles commandes. Donc, on a quand même une vraie dynamique aussi sur la partie manufacturière. Donc, sur la zone euro, on a pas mal d'indications qui nous disent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Et si on regarde le graphique de droite de la confiance des consommateurs, bon, la France, ça se dégrade un petit peu, mais sur les autres pays de la zone euro, on n'a pas de dégradation particulière. Donc, pour l'instant, entre un marché de l'emploi qui est solide,
des salaires qui montent et une confiance du consommateur qui résiste, on n'a pas vraiment de signe d'inquiétude particulière sur la zone euro. Et je terminerai par ce tableau où on regardera en particulier l'Allemagne, parce que l'Allemagne nous intéresse tout particulièrement. Ce que ce tableau montre sur la deuxième ligne, c'est que l'Allemagne est attendue, on attend que l'Allemagne ait un rebond de croissance assez fort en 2026, parce que l'Allemagne a décidé au début de cette année de lancer un grand plan d'investissement, ce qui n'était pas vraiment leur habitude, puisque l'Allemagne, historiquement, n'aime pas les déficits budgétaires. Mais ça fait 2 ans que l'Allemagne est le mauvais élève de la zone euro, avec une croissance proche de zéro. Et donc, ils ont enfin pris la décision de relancer leur économie. Alors, ils en ont largement les moyens, puisqu'ils ont un taux d'endettement qui est très faible. Et donc, l'Allemagne devrait dépenser des centaines de milliards et plusieurs points de PIB par an pour relancer leur économie. Alors, évidemment, ça va provoquer un rebond de l'économie allemande, mais ça va se déverser a priori aussi sur le reste de la zone euro. Sachant que si on regarde les autres pays que la France, on a beaucoup de pays dans la zone euro qui continuent d'aller très bien. C'est un élément qu'on avait souligné en janvier, mais vous avez l'Espagne qui va très bien, le Portugal qui va très bien, les Pays-Bas et la Belgique qui vont plutôt pas mal. Et tout ça dans un contexte où, dans la plupart des pays, il y a eu des efforts budgétaires qui ont été faits, donc les déficits budgétaires sont relativement faibles. Donc tous ces éléments mis bout à bout font que finalement, on a une image de l'économie européenne qui est assez solide. Maintenant, si on passe sur les États-Unis, aux États-Unis, on a, depuis quelques mois, on s'est posé la même question que sur la France en ce qui concerne le déficit budgétaire. Mais pour l'instant, il faut dire que Trump a plutôt bien joué. C'est-à-dire qu'il a commencé par passer ce qu'on appelle son Big Beautiful Bill, qui est un programme budgétaire pro-business qui faisait craindre que le déficit budgétaire allait déraper encore plus que ce qu'il avait dérapé ces dernières années. Mais au final, les négociations de droits de douane, où Trump, là aussi, a clairement pour l'instant remporté la victoire, puisque tout le monde s'est plus ou moins couché, finalement, on commence à voir les répercussions concrètes de l'implémentation des droits de douane, c'est-à-dire sur la courbe de droite. Ce sont les rentrées fiscales liées aux droits de douane. Et vous voyez qu'à partir de 2025, ça explose et qu'on passe de 100 milliards à fin août 250 milliards et on devrait atteindre 350 ou 400 milliards par an de rentrées fiscales de droits de douane aux États-Unis. Et les 350-400 milliards, ça correspond à peu près au surplus de coûts du programme budgétaire de Trump. Donc, le déficit budgétaire américain va rester élevé, mais en tout cas, il ne va pas s'aggraver. Et une fois de plus, ce programme budgétaire, il est pro-business, c'est de la relance. Maintenant, le sujet d'inquiétude du moment en ce qui concerne les États-Unis, c'est le marché de l'emploi. Parce que depuis quelques mois, on a un marché de l'emploi qui se dégrade pour atteindre ces derniers mois des chiffres qui ne sont pas encore problématiques, mais en tout cas qui posent question. C'est-à-dire que depuis quelques mois, le marché de l'emploi américain ne crée plus. Il n'y a plus de création de postes dans le marché de l'emploi. On est à peu près à 0 création de postes sur le marché américain. Et une autre façon de regarder le marché de l'emploi, c'est la courbe de droite, c'est le nombre de postes ouverts par chômeur. Et vous voyez que ce nombre de postes ouverts par chômeur, il est passé en dessous de 1. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans les années 2000. Il faut remonter à 2017. Donc, on a un marché de l'emploi qui se dégrade. Alors, il ne se dégrade pas de manière encore très inquiétante, puisqu'on est à des taux de chômage qui sont extrêmement faibles et qu'on a des niveaux de salaire qui sont encore assez corrects. Mais en tout cas, la tendance n'est pas bonne. Et c'est ce qui inquiète un petit peu les observateurs, parce que, évidemment, qui dit marché de l'emploi qui se dégrade, dit question sur la consommation. Et vous voyez sur la gauche que alors, c'est juste la lecture sur un mois, mais en tout cas, sur le mois écoulé, on a eu des salaires réels aux États-Unis qui sont passés négatifs. Alors, ils sont passés négatifs aussi parce qu'on a 3% d'inflation aux États-Unis. Donc, on a un niveau d'inflation aux États-Unis qui est plus élevé qu'en Europe. Donc, évidemment, c'est plus difficile d'avoir des salaires réels positifs quand on a 3% d'inflation. Mais évidemment, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que salaire réel négatif, ça veut dire perte de pouvoir d'achat. Toujours est-il que, pour l'instant, là aussi, pas trop péril dans la demeure, parce que si on regarde les ventes au détail aux États-Unis, donc la consommation,
il n'y a pas de signe d'affaiblissement. Et on parle bien de consommation réelle, hein, c'est-à-dire en volume retraité de l'inflation. Donc pour l'instant, le consommateur américain, il résiste très bien. Et comme en Europe, on regarde évidemment les indicateurs avancés, et en particulier la partie service. Et là aussi, vous voyez que sur la partie service, on est à des niveaux de 52. Ça veut dire que pour l'instant, l'économie américaine, si on regarde les indicateurs avancés, est toujours en territoire d'expansion. Donc oui, des questions se posent sur le marché de l'emploi, mais pour l'instant, pas de signaux quand même malgré tout très inquiétants. On est toujours sur des niveaux de croissance qui sont pas loin de 2% aux États-Unis. Maintenant, hier soir, on a mentionné, la Banque centrale américaine a recommencé à baisser ses taux d'intérêt. Elle a baissé ses taux d'intérêt de 0,25. Et elle a expliqué en baissant ses taux d'intérêt qu'elle voyait le marché de l'emploi qui se dégradait. Elle a bien souligné que pour l'instant, il n'y avait pas de problématique particulière. On sait que la Fed a deux priorités, c'est le marché de l'emploi et l'inflation. Donc le marché de l'emploi se dégrade. L'inflation, les banquiers centraux sont un petit peu dubitatifs et se posent la question de quel sera l'impact des droits de douane sur l'inflation. Pour l'instant, on ne voit pas d'impact particulier. C'est-à-dire que l'inflation est à 3, mais elle n'accélère pas vraiment à la hausse. Donc, ça laisse de la marge de manœuvre à la Fed pour continuer de baisser ses taux si par hasard, elle a besoin de soutenir ou de relancer l'économie. Et vous voyez à gauche qu'on était à 4,5% avant la hausse d'hier. Ça veut dire que la Fed a beaucoup de marge de manœuvre pour baisser ses taux d'intérêt. Et pour l'instant, on estime qu'elle pourrait baisser ses taux d'intérêt jusqu'à 3% à fin 2026. C'est-à-dire qu'elle peut beaucoup baisser ses taux d'intérêt pour réduire le coût de l'argent et pour dynamiser son économie. Et la deuxième chose dont on parle beaucoup moins, c'est la taille du bilan des banques centrales. Et vous voyez que depuis 3 ans, la taille des bilans a baissé de 30%. Ça veut dire qu'en plus des taux d'intérêt, si le besoin s'en faisait sentir, les banques centrales pourraient caper les taux d'intérêt dans leur pays en achetant de la dette ou en achetant des obligations. Donc, les banques centrales ont beaucoup de marge de manœuvre et c'est une vraie force de rappel si jamais on devait avoir quelques mauvaises surprises sur l'économie. Alors, le sujet des banques centrales, en particulier aux États-Unis, est un sujet qui est devenu très politique et Adrien va vous en dire 2 mots. Oui, merci Damien. Effectivement, ça devient un sujet politique puisque finalement, la Banque centrale était jusque-là le dernier îlot de pouvoir dans lequel Donald Trump n'avait pas encore la majorité ou la capacité à faire infléchir la politique. On l'a vu sur son premier mandat, il s'était beaucoup attaqué au sujet de la Cour suprême où il a progressivement pris la majorité en termes de représentation de membres plutôt centrés sur le Parti républicain. On l'a vu d'un point de vue politique où le Congrès aujourd'hui effectivement a une majorité républicaine. Donc on va dire que le dernier bastion avec un pouvoir économique important qui était resté indépendant, c'était la Banque centrale, qui est une vraie tradition dans la construction économique, budgétaire et monétaire des pays. Traditionnellement, la Banque centrale reste un organisme très indépendant du pouvoir politique. Là, il est en train effectivement de tester sa capacité à prendre le pouvoir au sein de cette entité, qui s'est traduit de 2 façons. D'abord parce que pendant son premier mandat, il avait déjà commencé le renouvellement des membres du comité, avec notamment la nomination de Christopher Waller, que vous voyez là, gouverneur depuis 2020, et qui va certainement prendre un rôle très important dans l'équilibre au sein de la Banque centrale pour le faire basculer côté républicain. Et puis, on a 2 membres actuels du comité, dont un qui a déjà qui a quitté ses fonctions dans le courant du début d'année, qui va être remplacé par Stéphane Miran. Stéphane Miran, qui est un des architectes du plan économique qui est en train de déployer Donald Trump, qui est en cours de nomination. Et vous le savez, la pression qui est mise, alors on se parle sur Lisa Cook, qui est une membre aussi du comité, qui avait été nommée par Joe Biden, qui est plutôt du côté, elle, démocrate, et dont Donald Trump essaye de trouver des alibis pour la sortir de ce comité et donc de nouveau faire pencher la Banque centrale côté républicain. L'objectif, c'est clairement en fait d'utiliser plus largement le levier monétaire pour déployer le plan économique de Donald Trump. Alors, ça pose des questions pour le marché, pour 2 raisons. Traditionnellement, quand une banque centrale perd son indépendance, on se pose des questions sur les trajectoires économiques et notamment les trajectoires d'inflation, puisque l'objectif va devenir beaucoup plus court terme et peut-être avec des conséquences à moyen terme qui posent question. Cette défiance dans les actifs américains, clairement, elle se traduit. On le voit beaucoup dans le dollar qui continue à se dévaloriser parmi d'autres devises. Et clairement, ça va rester un sujet d'ici
les 12 à 18 mois à venir, puisque on a aussi le renouvellement du chair de la Banque centrale, donc vraiment celui qui est à la tête de ce comité, puisque Jérôme Powell va terminer son mandat dans le courant du premier trimestre 2026, qu'on a 3 à 4 candidats aujourd'hui qui ont la faveur des pronostics. Scott Bessent et l'administration américaine s'est engagée à nominer ou à définir qui serait le candidat d'ici la fin de l'automne. Et les différents profils qui sont aujourd'hui évoqués sont clairement dans le camp et dans la philosophie économique de Donald Trump, avec celui qui aujourd'hui a les faveurs des pronostics, qui s'appelle Kevin Hassett, que vous retrouvez là au milieu de ce panorama, et qu'on peut définir comme clairement très proche de ce qu'on appelle la plateforme MAGA, c'est-à-dire cette idéologie à la fois très protectionniste et interventionniste dans l'économie, et qui pourrait prendre effectivement la tête de la Banque centrale dans le courant de l'année 2026. Donc c'est un élément effectivement à surveiller, parce que ça donnera un pouvoir supplémentaire, certes, à Donald Trump pour déployer son programme économique, mais ça pose des questions sur la trajectoire à moyen long terme, notamment sur l'inflation, et est-ce que la Banque centrale ne va pas un petit peu oublier les équilibres économiques de long terme pour favoriser à court terme la dynamique économique américaine. Donc, à suivre, évidemment, tout ça dans le contexte que Damien a très bien rappelé, où on attend déjà une banque centrale plutôt orientée vers la baisse de taux, qui pourrait s'accélérer si les républicains prenaient clairement le pouvoir au sein de cette entité. Merci, Adrien. Alors, un élément très important, et Adrien l'a mentionné, c'est que ce qui se passe sur la Banque centrale, ça participe à faire baisser le dollar. Vous voyez qu'on est maintenant à 1,18 avec une tendance qui est très négative et un consensus des investisseurs qui pensent que le dollar va continuer de se déprécier. Et ça a plusieurs conséquences, évidemment. Il y a des conséquences économiques et des conséquences pour les investisseurs. Alors, un dollar qui se déprécie, ça rend les États-Unis plus compétitifs, mais en revanche, tout ce qu'ils achètent, ils le payent plus cher, donc ça génère de l'inflation aux États-Unis. Et à l'inverse, évidemment, si vous êtes en zone euro, ça rend vos exportations plus compliquées. En revanche, ça provoque de la déflation. Aux États-Unis, on est déjà à la limite d'avoir un peu trop d'inflation. Et en Europe, on n'est pas très très loin de passer en dessous des objectifs de la BCE. Donc, cette dépréciation du dollar, il peut engendrer des risques aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et la deuxième chose, si vous êtes investisseur et si vous êtes un investisseur européen et que vous investissez aux États-Unis, évidemment, on le verra tout à l'heure, mais si vous avez acheté du marché américain qui grimpe de 12%, mais que vous avez perdu 12% sur votre valeur de dollar, vous avez gagné. Vous n'avez gagné rien du tout. Vous avez potentiellement même perdu de l'argent avec la dépréciation du dollar. Et la problématique, c'est que, comme je l'ai mentionné, les investisseurs pensent que ce dollar va continuer de se déprécier, notamment justement parce que si Donald Trump commence à utiliser la Fed, et notamment utiliser la Fed pour ce qu'on appelle monétiser sa dette, c'est-à-dire qu'en fait, il ferait acheter de la dette américaine par la Banque centrale, ce qui reviendrait à faire de la création de monnaie. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, dans l'anticipation de cette éventualité, vous avez des investisseurs qui commencent à internationaliser leurs réserves de devises, donc à vendre du dollar pour acheter des devises d'autres pays pour éviter de prendre un risque trop important sur le dollar, au cas où, là on le voit sur ce graphique un peu plus long terme, on va quand même se rappeler qu'en 2012, le dollar était à 1,40. Donc on n'est pas en train de dire qu'on va aller à 1,40, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça que l'euro-dollar était à 1,40. Donc c'est un vrai sujet d'attention qu'on continuera de surveiller. Maintenant, un dernier petit mot sur la Chine. Alors sur la Chine, par rapport à ce qu'on se disait au début d'année, la situation n'a pas vraiment changé. On indiquait au début de l'année qu'on ne croyait pas tellement à un rebond économique en Chine parce qu'il y avait vraiment un gros problème de confiance du consommateur et que le consommateur ne consommait plus et que c'était notamment dû à des problématiques immobilières et que les prix de l'immobilier, tant qu'ils ne remonteraient pas, ça pèserait énormément sur l'économie chinoise. Et ça reste le cas, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier ne remontent pas. Donc le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut. Pour l'instant, la croissance chinoise reste en dessous des objectifs. Disons, l'objectif, c'est 5%, mais en tout cas, ça ne rebondit pas vraiment, même si on voit sur le graphique de gauche qu'il y a une tentative de relance de l'économie par le crédit, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des octrois de crédit. Mais pour l'instant, ça ne se retrouve pas vraiment dans la croissance économique. On notera quand même, sur le graphique de droite, que le marché chinois des actions est un des meilleurs marchés cette année, de manière un peu surprenante parce qu'il
n'y a pas grand monde qui aurait parié sur cette éventualité au début d'année. Mais une des explications à cette hausse du marché chinois, c'est que comme l'économie chinoise est un petit peu à l'arrêt, il n'y a plus d'inflation, les taux d'intérêt baissent. Donc, les Chinois sont en train de revenir, entre autres, sur les marchés actions par défaut, parce que c'est encore là où ils peuvent trouver les meilleurs rendements potentiels. Bon, on reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur les marchés émergents et sur l'intérêt que ça peut représenter. Merci Damien et Adrien pour ce panorama de la macro, je dirais, des tendances économiques des grandes zones. Alors, pour guider vos choix d'investissement dans les portefeuilles, il y a pas mal de sujets, de tendances ou de thématiques que vous suivez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il s'est passé effectivement pas mal de choses depuis le début de l'année, c'est-à-dire on a appelé ça des éléments structurants, c'est-à-dire des éléments qui redessinent un petit peu les enjeux à moyen et long terme. Le premier, c'est évidemment les conséquences en cours de la guerre commerciale, qu'on a beaucoup regardé en fait sous l'angle des tarifs douaniers, en se posant des questions sur à la fois l'enjeu pour les recettes fiscales américaines et évidemment, typiquement pour nous Européens, dans quelle mesure ça allait nous contraindre dans notre capacité d'exportation. Et donc, beaucoup d'entreprises se sont posé la question de comment réajuster leur empreinte industrielle. En fait, la vraie conséquence à moyen long terme pour l'instant de ces discussions commerciales, c'est la capacité qu'a Donald Trump dans ces discussions à toujours favoriser le monde industriel américain. Et on peut le prendre par plusieurs exemples. Prenons l'exemple de l'Europe. Les discussions ont commencé il y a maintenant un peu plus de 4 mois. On avait parlé de 30% de droits de douane, puis de 20%. Et l'Europe s'est assez rapidement enorgueillie d'être arrivée à un montant autour de 15% avec quelques expressions industrielles. Donc, a posteriori, on peut se dire, ouf, ça va, on n'a pas trop mal négocié, 15%, c'est finalement pas si dramatique pour l'industrie européenne. Sauf que les contreparties qu'on a acceptées vis-à-vis des États-Unis pour arriver à ce 15% sont quand même très significatives et là encore, très favorable en fait au tissu industriel américain. 2 chiffres, dans cet accord commercial signé avec les États-Unis, l'Europe s'est engagée d'ici 2030, tous les ans, à acheter pour l'équivalent de 700 milliards de matières premières américaines, du pétrole, du gaz, du soja, donc des éléments qui sont quand même très favorables au tissu industriel américain et particulièrement à l'exploitation de ces matières premières. On le sait, les États-Unis sont devenus maintenant le premier producteur de pétrole et le premier exportateur de pétrole mondial, donc une vraie autonomie dont ils maintenant imposent les conséquences à leur contrepartie économique. Et le deuxième chiffre que je vais vous retenir, c'est celui qu'on va retrouver sur la partie droite de ce graphe, c'est 600 milliards d'investissements des entreprises européennes sur le sol américain. Ça, c'est quand même un élément un peu troublant. Quand vous reprenez les discussions qu'on a en ce moment en Europe, vous prenez notamment le rapport Draghi qui a bien récapitulé et mis en exergue quels sont les problèmes. Pourquoi est-ce que l'Europe perd de la compétitivité et la capacité de croissance vis-à-vis des États-Unis? C'est principalement parce qu'on a du mal à innover et à réindustrialiser nos pays. Et là, on s'est engagé, nous, Européens, à ce que nos entreprises européennes investissent 600 milliards aux États-Unis. C'est une enveloppe qui est conséquente. Damien l'a rappelé tout à l'heure, par exemple, le plan allemand qui vise à relancer l'économie allemande, c'est seulement 350, 450, on va dire 500 milliards au total, sur les 10 prochaines années. Donc, c'est une enveloppe extrêmement massive, mais qui va principalement en fait, bénéficier à la dynamique de relocalisation aux États-Unis. Si vous faites la somme, j'ai pris l'exemple de l'Europe, mais si vous prenez la somme de tout ce que les pays qui sont en cours de discussion commerciale avec les États-Unis se sont engagés en termes soit d'investissement, soit d'achat de composants ou de produits américains, on arrive à un chiffre de quasiment 8 trilliards de dollars. Donc, c'est extrêmement significatif et ça va, là encore, à favoriser l'écosystème américain. Donc vous le voyez sous l'angle des pays, mais vous le voyez aussi sous l'angle des entreprises, où on a déjà effectivement des annonces significatives, mais aussi de la part d'entreprises américaines. D'ailleurs, Apple s'est engagé, par exemple, à réorienter une grande partie de ses investissements dans sa chaîne de production sur le sol américain. Donc ça, c'est évidemment un élément très fort sur la dynamique de ce qu'on appelle de reshoring, de relocalisation sur le sol américain, qui va continuer malheureusement à creuser l'écart en dynamique de croissance à moyen long terme entre les États-Unis et d'autres blocs économiques, particulièrement l'Europe. Donc ça, c'est un élément structurant et vous verrez, ça a des conséquences sur les allocations géographiques à moyen terme et les choix de secteur qu'on va vouloir accompagner.
c'est une autre façon de résumer ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, le prisme qu'on a eu à regarder uniquement le sujet de la guerre commerciale sous l'angle des tarifs douaniers, elle nous a un petit peu, j'allais dire, fait oublier le vrai objectif de Donald Trump, qui est vraiment, j'allais dire, avec sa casquette de commercial, de super commercial pour le monde industriel américain, d'obtenir des concessions extrêmement importantes. La deuxième façon de caractériser un élément structurant, c'est clairement la prise de pouvoir de Donald Trump aussi sur les sujets diplomatiques et géopolitiques. Vous avez, je pense, tous vu cette photo qui date des négociations sur la tentative de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, où les États-Unis ont clairement pris, j'allais dire, le lead sur les négociations et sur la volonté d'imposer sa vision de ce qu'aurait un cessez-le-feu, avec clairement les dirigeants européens qui ont été menés à la baguette et sur lesquels Donald Trump a clairement donné le tempo. Alors, pour l'instant, il n'est pas arrivé à ses fins. Vous savez que les discussions sont extrêmement compliquées, mais c'est une autre façon d'analyser le fait que l'administration américaine a clairement pris le lead, souhaite donner le tempo sur la façon dont sont régis les grands enjeux diplomatiques et géopolitiques mondiaux. La conséquence, d'un point de vue là encore purement économique, c'est que pour l'instant, une partie des munitions qui continuent d'être fournies par le monde occidental à l'Ukraine sont pour partie financées par l'Europe, mais des munitions américaines. Donc là encore, les États-Unis ont réussi à très bien, d'un point de vue industriel, prendre de l'avance et favoriser leurs intérêts économiques. On peut le voir aussi dans la perspective de la reconstruction, où on voit les entreprises américaines déjà extrêmement bien préparées dans l'hypothèse où on arrive à un cessez-le-feu et qu'on réfléchit aux enveloppes d'investissement nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine. Donc là encore, on a beaucoup parlé, vous le savez, au moment de l'élection de Donald Trump, de l'exceptionnalisme américain, c'est-à-dire de ce modèle économique qui ne cesse de se renforcer et qui fondamentalement sème des graines de différenciation et donc de capacité de production d'innovation à moyen long terme qui sont bien supérieures au reste du monde. Vous avez là encore des éléments qui viennent renforcer cet exceptionnalisme avec une administration qui cherche avant tout à tirer avantage de la situation économique, diplomatique et géopolitique mondiale. Le dernier élément qui me semble important, et c'est vrai qu'on a beaucoup, les marchés de manière générale ont beaucoup abordé ce deuxième mandat de Donald Trump sous l'angle de la guerre commerciale et donc du risque économique que cette guerre commerciale pouvait faire porter à la fois au monde et aux États-Unis. Ce qu'on avait un peu tendance à oublier, qui commence maintenant clairement à se matérialiser, c'est que Donald Trump a un agenda extrêmement pro-business. Je voulais caractériser sous l'angle des négociations commerciales, mais c'est aussi vrai avec toutes les réformes qui sont en cours directement aux États-Unis. Donc, on a vu par exemple clairement tout un panel de réglementations visant à la déréglementation, ce qu'on appelle la dérégulation, c'est-à-dire supprimer des normes, favoriser en fait le libéralisme économique. Et ça, clairement, ça insuffle un dynamisme extrêmement fort. On le voit notamment sur le prisme de l'accélération des opérations de fusion-acquisition aux États-Unis, avec un antitrust, c'est-à-dire des autorités anti-concurrence qui sont beaucoup moins exigeantes que ce qu'elles étaient pendant la mandature de l'administration Biden, et où le nombre d'opérations économiques, capitalistiques est en très forte accélération. On peut aussi le regarder sous l'angle de l'interventionnisme américain, où on a vu l'État américain prendre des participations au capital d'entreprises et d'industries stratégiques. Ça aussi, c'est un peu nouveau, mais ça dit clairement la priorité sectorielle et d'indépendance et d'autonomie que les États-Unis veulent déployer sur certains secteurs. On l'a vu dans les métaux rares. Vous savez que la grande majorité des terres rares et des métaux rares sont contrôlés aujourd'hui par la Chine. Les États-Unis sont en train de déployer leur propre stratégie et ça peut passer par la prise de participation au capital d'entreprises américaines. On l'a vu aussi sur les semi-conducteurs, où l'État américain va prendre 10% du capital d'Intel et encourage clairement tout l'écosystème américain à se relocaliser aux États-Unis. Tout ça, c'est des éléments encore supplémentaires dans l'idée de créer une dynamique économique propre aux États-Unis. On peut le regarder aussi sous le prisme de la réforme budgétaire, le fameux One Big Beautiful Bill, où Donald Trump et l'administration Trump a réintroduit la notion de crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire qu'on va encourager l'innovation, la recherche, le développement par les entreprises américaines sur le sol américain. Ça, c'est encore un élément à moyen long terme extrêmement favorable pour la création de valeur sur le sol américain. Donc, beaucoup d'éléments en fait qui sont venus, j'allais dire, réaffirmer cette notion d'exceptionnalisme et qui sont extrêmement importants pour nous, investisseurs, à prendre en compte à horizon moyen terme pour l'identification de tendances de croissance
créatrice de valeur. Le dernier élément très structurant sur lequel, évidemment, on ne pouvait pas passer, c'est la poursuite du développement de l'intelligence artificielle. On ne peut pas passer à côté pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le poids de la thématique de l'intelligence artificielle dans les marchés actions est devenu primordial. Vous pouvez le regarder sous l'angle de la pondération des valeurs exposées à la thématique dans les grands indices. Le S&P, le Nasdaq, on parle de plus de 40% maintenant de la composition de ces indices qui est directement liée à cette industrie. Et puis, on a une thématique de l'IA qui se déploie maintenant dans un nombre de secteurs extrêmement large, avec des gagnants et des perdants, mais donc avec des conséquences économiques et sur les business plans des entreprises à moyen terme qui sont de plus en plus importants. Donc, c'est un sujet qu'il faut continuer à surveiller de près et qui a de vraies conséquences sur les trajectoires qu'on peut dessiner sur la performance des marchés actions à moyen long terme. Alors cet été, il s'est passé une chose spécifique sur l'IA, c'est la version 5 de ChatGPT. Pour ceux qui ont eu la chance de la tester, c'est une version dont on débat encore de l'efficacité et de la véracité. On parle beaucoup d'hallucination. C'est vrai que c'est un modèle qui hallucine peut-être un petit peu plus que les précédents. C'est-à-dire que la qualité des réponses est peut-être un peu moins importante. Mais par contre, il offre deux nouvelles fonctionnalités qui vont être très importantes pour son déploiement et pour l'adaptation des entreprises et l'utilisation de ces entreprises de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est la création d'agents, c'est-à-dire la capacité en fait à développer des assistants qui vont permettre pour pas mal de fonctions en fait de travailler 24 heures sur 24 et d'automatiser, d'aider à la productivité de certaines tâches répétitives. Donc là, on rentre vraiment dans l'enjeu de productivité qui pour l'instant ne se matérialise pas, c'est le graphe que vous avez sous les yeux. Si le déploiement de l'IA amène à la productivité, évidemment, les entreprises vont s'emparer de ce sujet et vont le déployer pour améliorer leur rentabilité et leur marge. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième nouvelle fonctionnalité de ChatGPT 5, c'est la capacité à coder. Et ça, c'est une vraie avancée aussi parce que ça va permettre aux entreprises, en fait, de développer leurs propres briques de logiciels. On a vu que le secteur du logiciel a d'ailleurs particulièrement été chahuté en bourse cet été parce que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que chacune des entreprises va pouvoir développer ses propres solutions et ne va plus forcément devoir faire appel à des grands intégrateurs, Accenture, Capgemini, et à des fournisseurs de logiciels externes. Donc, c'est clairement en fait un nouveau champ de cas d'utilisation qui est en train de se déployer et qui a effectivement de lourdes conséquences sur plusieurs secteurs, plusieurs industries et sur la trajectoire évidemment de la croissance de BPA, des marchés actions qu'on peut tracer à moyen terme. Donc, ça va rester un sujet effectivement extrêmement clé dans la façon dont on aborde les investissements à moyen terme. Et ça se traduit clairement, peut-être pour le caractériser plus économiquement, ça se traduit déjà en fait dans la dynamique de croissance des résultats aux États-Unis, puisque vous le voyez sur la courbe de droite, les 7 magnifiques, qu'on caractérise souvent comme les 7 grands leaders autour de la thématique de l'IA, les marchés n'ont cessé en fait de revoir en hausse leur trajectoire de BPA depuis le début de l'année. C'est très visible dans le courant de l'été. Vous voyez que leur contribution à la trajectoire de BPA ne cesse d'être magnifiée et importante. Donc, c'est un vrai thème de marché. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire un scénario sur les marchés actions à moyen long terme sans intégrer le potentiel de déploiement de l'IA et ses risques aussi. C'est-à-dire que si demain, on commence à constater que la productivité n'est pas au rendez-vous, que la rentabilité des investissements dans l'IA n'est pas au rendez-vous, ça aura aussi effectivement des conséquences assez fortes sur les scénarios qu'on peut dessiner sur la trajectoire des marchés actions. Dernier élément structurant, effectivement, c'est ce plan allemand. On en a beaucoup parlé pendant le courant du premier semestre, cette volonté affichée de relancer l'économie allemande avec des effets positifs attendus. Il y a quand même encore quelques questions qui tournent autour de l'efficacité de ce plan. On voit que les discussions budgétaires sont quand même un petit peu compliquées. On sent aussi un vrai protectionnisme, nationalisme allemand, avec l'idée quand même que ça doit d'abord bénéficier aux entreprises allemandes plutôt que au reste de l'Europe et à viser à ne pas rendre plus compétitives des concurrents directs dans certaines industries sur lesquelles l'Allemagne a clairement son mot à dire. Et puis, voilà, on sent de manière générale quand même une difficulté à vraiment déployer ces investissements. Vous le savez, c'est quand même traditionnellement toujours le reproche qu'on peut faire à l'Europe, c'est qu'on a souvent une bonne vision, qu'on essaye de déployer des enveloppes sur des enjeux stratégiques de moyen long terme, mais que sa mise en musique, c'est-à-dire son déploiement, est souvent un petit peu plus compliqué que prévu. Pour l'instant, typiquement, c'est le message qu'on a de beaucoup d'entreprises qui sont concernées à moyen long terme par ces enveloppes d'investissement, où la visibilité à court terme n'est toujours pas là. Et donc, il va falloir certainement attendre à minima 2026 pour clairement en voir les premiers effets. Vous verrez, ça aura des conséquences sur la recommandation qu'on fait sur les marchés européens à moyen terme,
où pour l'instant, on considère qu'on n'est pas encore sur, j'allais dire, les effets positifs de ce plan, et donc avec une prudence toute relative sur les marchés actions européens. Merci pour ces éclairages et effectivement ces thématiques importantes qui guident aussi vos réflexions de choix d'investissement. Alors, sur les classes d'actifs, maintenant qu'on a fait un panorama macro, les obligations puis les actions, comment on peut se projeter et quelles sont vos analyses sur ces classes d'actifs? Alors, sur les marchés obligataires, j'allais dire, bon, c'est assez simple. Alors, depuis le début de l'année, déjà, comme je l'ai mentionné, on a à nouveau des très bonnes performances sur les obligations, essentiellement sur les obligations d'émetteurs privés. On voit que sur les obligations d'État, ça reste toujours un peu compliqué. Alors, on rappellera que les obligations d'État, la performance reste compliquée, pas parce qu'il y a des inquiétudes ou des risques de défaut ou des vrais questionnements, c'est juste que les obligations d'État, elles sont sensibles, elles sont très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt montent, ça fait baisser tout de suite les obligations d'État, et inversement, quand les taux d'intérêt baissent, ça les fait monter. Et depuis le début de l'année, il y a un peu de volatilité dans les taux d'intérêt, mais globalement, il n'y a pas de vrai mouvement de baisse. Donc c'est ce qui explique pourquoi les obligations de la zone euro, en ce qui concerne les États, n'enregistrent pas des performances extraordinaires. En revanche, sur la partie privée, vous voyez, on a des très bonnes performances. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les très bonnes performances, elles sont liées au fait qu'il n'y a pas de défaut. Et d'ailleurs, quand le marché qui essaye d'anticiper, quand le marché obligataire n'anticipe pas de défaut, c'est quand même aussi relativement rassurant sur la situation économique de la zone en question. C'est-à-dire que les taux de défaut anticipés ont tendance à monter quand on commence à craindre une récession. Et aujourd'hui, les investisseurs ne font pas augmenter le rendement qu'ils exigent de la part des émetteurs parce qu'ils considèrent que le risque n'a pas augmenté. Donc, pas d'inquiétude particulière de la part des investisseurs sur le futur de la zone euro. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que sur le marché obligataire, on a encore aujourd'hui des taux de rendement qui sont relativement élevés. Si vous regardez les colonnes du milieu, c'est-à-dire l'IG, l'investment grade, donc ça veut dire que ça correspond aux émetteurs les plus sûrs, donc les très grandes entreprises internationales, des Air Liquide, Sanofi et consorts, vous avez encore des rendements sur ces émetteurs-là qui sont à un peu plus de 3%. Donc, c'est des rendements qui sont élevés et qui sont nettement supérieurs à l'inflation. Donc, quand vous achetez des obligations, même d'émetteurs très sûrs, vous avez un rendement réel qui est positif. Et alors, si vous regardez même maintenant la partie haut rendement, alors une fois de plus, haut rendement, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de prendre des risques démesurés, ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur des multinationales. Mais si vous achetez la dette d'entreprise haut rendement, vous êtes à des rendements de 5%. Donc, aujourd'hui encore, on a des rendements élevés avec des risques faibles, ce qui fait qu'on a un ratio risque-rendement qui nous paraît encore très favorable sur le marché obligataire. Donc, ça reste un marché qui, à notre sens, a beaucoup d'intérêt pour stabiliser les portefeuilles en face de l'investissement action. Sur la partie action, justement, alors je le mentionnais tout à l'heure aussi, on a des très bonnes performances sur la plupart des indices mondiaux. Vous voyez que le CAC 40 est en retard. Alors, petite remarque, le CAC 40 est en retard, pas particulièrement à cause des déboires politiques, mais plus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont exposées notamment à la Chine. Alors, si vous regardez par exemple le luxe ou de manière plus générale les valeurs de consommation, toutes ces entreprises qui sont exposées à la Chine, elles ont vu leur croissance tomber à zéro ou être négative sur cette zone-là, donc ça pèse sur leurs résultats et donc ça pèse sur leur performance boursière et ça pèse sur le CAC 40. Et comme on sait que la composition du CAC 40 est très largement constituée de valeurs du luxe ou de valeurs de consommation, une des raisons principales de la sous-performance du CAC 40, c'est plus son exposition géographique et sa construction industrielle, j'allais dire, que son exposition politique. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais donc, si vous retirez le CAC 40, vous avez pratiquement tous les indices mondiaux qui sont à plus de 10%. Alors, on a fait la remarque tout à l'heure, mais on va l'illustrer maintenant et on va concrètement vous le montrer. Mais le S&P 500, sur ce graphique-là, toutes les performances sont en devise locale. Ça veut dire que la performance du S&P 500, elle est en dollars pour un investisseur dollar. Maintenant, si vous êtes un investisseur euro et que vous avez acheté du S&P 500,
bah, hier soir, par rapport à 100 en début d'année, vous êtes à 98, ça veut dire que vous avez perdu 2%. C'est-à-dire que l'effet de la perte sur la devise a plus que compensé la hausse de l'indice. Donc, un investisseur européen investit sur des actions américaines, il perd de l'argent. Et donc, c'est très important aussi quand on investit à l'étranger ou quand on diversifie son exposition, de décider si on veut être exposé à la devise ou si on veut ne pas être exposé. Parce que c'est possible d'acheter du S&P 500 sans être exposé à la devise. Alors, maintenant, ce qui fait la hausse des indices actions, c'est la hausse des bénéfices par action. Et là encore, on a essayé de vous montrer qu'on n'était pas particulièrement inquiet sur l'orientation de l'économie mondiale. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des bénéfices par action qui devraient continuer de grimper en 2026. Si on regarde un petit peu en détail, les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices augmenter de 13% en 2026, donc c'est beaucoup. Donc j'allais dire à valorisation équivalente, ça veut dire qu'on peut espérer que les indices américains grimperont d'au moins 13% encore en 2026. Comme Adrien l'a souligné, évidemment, les grandes valeurs technologiques voient leurs bénéfices augmenter encore plus rapidement que l'ensemble du S&P 500. Et si vous regardez l'Europe, on a là aussi des bénéfices qui sont attendus en accélération. Tout à l'heure, on mentionnait le fait qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de bénéfices en 2025, mais en revanche, qu'on attendait une accélération en 2026. Donc, c'est ce que vous voyez sur les colonnes du milieu, avec des hausses attendues de 12 et 9% pour le stock 600 ou l'Eurostock 50. Donc, ces croissances de bénéfices, normalement, elles devraient nous permettre de garder une certaine sérénité sur les marchés actions, même si, évidemment, on ne peut pas écarter des moments de volatilité en fonction de la psychologie des investisseurs. En tout cas, d'un point de vue strictement fondamental, aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude particulière en ce qui concerne l'avenir moyen terme des marchés actions, surtout que si vous regardez le graphique de droite, la tendance est plutôt haussière sur les révisions de bénéfices. Ça veut dire que les entreprises publient des résultats ou des anticipations qui sont plutôt meilleurs que ce qu'attendent les investisseurs. Donc, les investisseurs sont plutôt en phase de révision à la hausse de leurs attentes sur les résultats des entreprises. Donc, cette dynamique, elle est positive et elle est rassurante parce qu'elle montre aussi que même si on se pose des questions sur le marché de l'emploi, par exemple, aux États-Unis, en tout cas, pour l'instant, les entreprises ne donnent pas des messages de prudence sur leur perspective économique. Les marchés financiers, c'est la croissance des bénéfices, mais c'est aussi évidemment les multiples de valorisation. Alors, si vous regardez ici sur la partie hors États-Unis, donc l'Eurostoxx et l'Asie, deux remarques. D'abord, vous voyez que par rapport à l'historique, aussi bien l'Asie que l'Europe sont finalement à des niveaux qui ne sont pas si élevés que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des niveaux supérieurs à 2016-2017. Donc, c'est ce qu'on disait au début, c'est que le rebond européen, il s'est fait par revalorisation. Donc, c'est bien ce qu'on voit. Hein. Entre début 2025 et aujourd'hui, la courbe bleue, elle passe de 13 à 14,8, mais elle n'emmène pas les valorisations des marchés européens à des niveaux qui seraient un peu problématiques. Et sur la partie asiatique, on est un peu plus haut, mais c'est pareil, on n'est pas non plus sur des niveaux exagérément élevés. Et la deuxième remarque, ce sont les droites en pointillés. C'est que ces droites en pointillés sont les moyennes historiques de valorisation sur ces deux marchés. Et vous voyez qu'on est un petit peu supérieur aux moyennes, mais on n'est pas non plus très supérieur aux moyennes. Et une fois de plus, c'est normal qu'on soit supérieur aux moyennes quand on anticipe une amélioration de la croissance. Donc, on anticipe une amélioration de la croissance, donc on paye les titres un petit peu plus cher. Aux États-Unis, on a deux images très différentes. On a le S&P 500 qui, comme on l'a souligné, est pratiquement composé maintenant à 40% de valeurs très technologiques et de valeurs intelligence artificielle. Donc ces valeurs-là, elles ont continué de grimper et elles ont continué de prendre de la valeur et du multiple, et leurs multiples ont augmenté. En revanche, si vous regardez le S&P Equal Weight, c'est-à-dire un S&P qui en fait neutraliserait l'effet masse des 7 magnifiques, et donc qui donne plus d'importance aux entreprises de taille intermédiaire, ben vous voyez que, en fait, ce que nous dit ce graphique-là, c'est que la grande majorité des entreprises américaines ont des valorisations qui ne sont pas supérieures à la moyenne. Alors, elles ont un peu moins de croissance, mais elles ont aussi moins de valorisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si la croissance se diffuse un peu au reste des entreprises
au-delà des grandes entreprises d'IA, vous avez quand même de la marge pour qu'une partie de l'indice américain progresse grâce à celles qui ont été délaissées un petit peu ces derniers mois et ces dernières années, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire. Et ça, c'est un sujet qui est important aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, c'est qu'on commence enfin à voir les entreprises de taille intermédiaire retrouver un peu de poil de la bête. C'est-à-dire que historiquement, si vous regardez sur ce graphique où on a mis l'Eurostoxx Mid, c'est-à-dire les entreprises de taille moyenne en Europe comparées aux grandes entreprises, et historiquement, les entreprises de taille moyenne sont plus chères que les grandes entreprises parce qu'elles ont plus de croissance. Et ces 3 dernières années, elles sont devenues moins chères, notamment parce que les taux d'intérêt ont grimpé et que ça a pesé en particulier sur les moyennes entreprises. Mais aujourd'hui, l'écart commence à se réduire et vous voyez que ça ne serait pas illogique que les entreprises de taille moyenne retrouvent des niveaux de valorisation supérieurs aux grandes entreprises. Donc, à notre avis, le potentiel sur les entreprises de taille moyenne est très important. Et on voit qu'au niveau performance des indices boursiers, ça commence à se voir. C'est-à-dire que les entreprises de taille moyenne, depuis début 2025, commencent à surperformer les grandes entreprises. Et donc ça, c'est un pari qu'on met en place dans nos portefeuilles. C'est vrai pour l'Europe depuis les débuts de 2025, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, mais là, depuis un peu plus récemment, depuis le mois d'août. Donc, le pari des moyennes valeurs est, à notre avis, un pari qui peut avoir beaucoup de sens dans des économies qui résistent bien pour les prochains mois. Donc, en synthèse, je pense que vous l'avez bien compris, oui, bien sûr, il y a toujours des incertitudes sur l'économie, mais c'est toujours le cas maintenant depuis une dizaine d'années. La visibilité n'est jamais extraordinaire, mais globalement, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les tendances des entreprises et les tendances macro, et puis les forces de rappel, notamment les forces de rappel des banques centrales, rien n'indique pour l'instant qu'on va avoir un problème particulier sur une des grandes zones géographiques. Donc, les économies mondiales devraient rester assez solides dans un contexte où on pense que l'inflation va rester sous contrôle. Donc, les grands équilibres devraient être maintenus avec des banques centrales qui seront là en cas de besoin. Ce qui fait que dans un contexte où on a des entreprises qui continuent d'avoir des discours relativement constructifs et qui anticipent que leurs bénéfices continuent de croître, et on ne parle même pas d'un scénario qui serait encore plus positif où ces entreprises verraient leurs marges continuer à augmenter grâce à l'intelligence artificielle et des gains de productivité, finalement, oui, les marchés américains sur certains pans sur certains pans sectoriels sont un peu chers, mais globalement, tant que les entreprises vont bien, on n'a pas de raison de voir les marchés mondiaux subir de véritables chocs. Et c'est vrai pour les actions, bien sûr, mais c'est également vrai pour les marchés obligataires. Les marchés obligataires continuent d'offrir du rendement. Et tant que les taux de défaut ne grimperont pas, c'est-à-dire que le contexte économique n'indiquera pas une récession, on pense qu'au minimum, on continuera d'engranger les rendements. Et dans un cas encore un peu plus favorable, si les taux baissent, on engorgera même plus que du rendement, puisqu'on engorgera un peu de plus-value. Donc, au final, les éléments à surveiller, c'est toujours un peu les mêmes. C'est attention au taux d'intérêt, parce que les États, quand même, globalement, sont endettés. Donc, il ne faudrait pas que les taux d'intérêt dérapent. Bon, les banques centrales, une fois de plus, sont là pour empêcher ces dérapages. Et deuxième élément de surveillance, c'est les marchés de l'emploi, la confiance du consommateur, parce qu'il faut que le consommateur continue de résister, parce que c'est lui le principal moteur de la croissance économique mondiale. Donc, évidemment, on continue de surveiller de très près le consommateur, mais aujourd'hui, il résiste très bien, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et au niveau allocation globale, ça nous donne quoi? Adrien, tu veux… Oui, ça nous donne, je pense, effectivement la conclusion de tout ce qu'on vient de vous dire. On a fait une petite projection pour la fin 2025 et on va dire une projection un peu plus à moyen terme. On l'a dit, les actifs risqués ont quand même très, très bien performé depuis le début de l'année, d'où le petit égal que vous voyez sur les actions d'ici la fin de l'année. On garde un plus sur le sujet des émergents, qui est un sujet un peu nouveau. On pense qu'on a un vrai alignement des planètes à court et moyen terme sur le retour des marchés émergents. C'est une classe d'actifs qui a lourdement sous-performé ces 4-5 dernières années. On a évidemment avec en figure de proue la sous-performance des actions chinoises, mais de manière générale, les émergents ont été un petit peu sous pression. Là, on a un dollar qui se dévalue, des banques centrales qui effectivement ont la capacité à baisser les taux et des inflations dans ces pays-là qui sont en très fort ralentissement. Donc, une capacité de surprise positive en termes d'attractivité. Et puis, on en a peu parlé, on a parlé d'IA, on a un tout petit peu parlé de Chine, mais on a clairement une capacité d'innovation qui se révèle dans ces pays.
On avait beaucoup parlé de DeepSeek en début d'année lorsqu'on s'était projeté sur l'année 2025. On a depuis en fait un nombre d'itérations très importantes de nouvelles innovations portées par le bloc économique émergent et notamment par la Chine, qui sont très créateurs de valeur, très créateurs de dynamique de BPA, ça c'est évident. Et puis on a aussi un bloc économique qui se resserre. Vous avez vu d'un point de vue géopolitique et diplomatique, l'Inde, la Chine, le sud-est asiatique vouloir vraiment travailler ensemble. Ça inclut aussi le Brésil et d'autres pays émergents. Et donc, on a une dynamique économique qui se recrée entre eux et qui est porteuse aussi de création de valeur. Juste pour vous rappeler un chiffre, hein, les exportations chinoises, elles ont baissé de l'ordre de 30% sur le mois d'août à destination des États-Unis, mais les exportations chinoises sur le mois d'août sont en hausse de 5%. Pourquoi ? Parce que la Chine, en fait, réoriente une partie de son économie à l'exportation vers ses nouveaux partenaires économiques du monde émergent, le Brésil, l'Afrique du Sud et de manière générale le sud-est asiatique. Donc on a là une vraie dynamique qui nous semble extrêmement intéressante et c'est pour ça que vous voyez relativement le petit plus émergent à la fois sur la fin de 2025 et 2026. Sur les obligations, je pense qu'on l'a clairement dit, on est très à l'aise à continuer à confier des capitaux aux entreprises et notamment relativement aux souverains. Enfin, on peut résumer la chose simplement, on a plus confiance dans les entreprises pour bien gérer leur budget et j'allais dire assurer le paiement du coupon plutôt que les États où on sent que les négociations budgétaires vont rester compliquées et où on peut avoir effectivement quelques craintes à moyen long terme. Donc, on est très à l'aise avec le niveau de rendement et le portage offert par le marché obligataire et plus particulièrement quand on prête aux entreprises. Merci, messieurs, pour votre analyse, vos analyses et je pense votre éclairage qui est assez clair et assez précis sur à la fois la situation des économies et des marchés. Et je pense un petit vent d'optimisme quand même qui n'est pas béat, qui est attentif, bien entendu, avec beaucoup de sujets à surveiller de près. Il y a eu pas mal de questions. On n'a pas parlé de géopolitique. On sait qu'il y a quand même des tensions internationales fortes, que ce soit évidemment entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit évidemment la Chine et Taïwan. On ne l'a pas évoqué parce que ce sont des scénarios très exogènes et qu'évidemment, toute tension qui prendrait des tournures un peu extrêmes viendrait évidemment créer de la volatilité sur les marchés. Et c'est une donnée évidemment qu'on surveille, mais qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est pour ça qu'on en a peu parlé, mais c'est un élément de surveillance, je crois que vous ne me contredirez pas tous les deux, qui est évidemment majeur. Vous avez pas mal parlé effectivement de l'hégémonie américaine et de toute cette politique d'America First, cette croissance. Donc ça donne aussi envie à nos investisseurs, et les questions sont nombreuses sur le sujet, d'exposer leur allocation aux États-Unis, mais avec ce risque d'un effet effectivement dollar négatif. Comment on se couvre? Est-ce que le coût de la couverture d'un investissement en dollars contre euro vaut la peine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Alors, il y a deux points que je voudrais aborder. J'ai vu pas mal de questions sur le sujet aussi, parce qu'on peut évidemment parler des crypto-monnaies, etc. Un des éléments qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est que la diversification prend de plus en plus d'importance dans un contexte où justement il y a des problématiques géopolitiques. On voit que l'Asie est en train de se ressouder et va devenir une zone potentiellement beaucoup plus compétitive dans son ensemble. Sur les États-Unis, on se pose pas mal de questions. Sur l'Europe, on a toujours des interrogations. Mais aujourd'hui, Adrien a parlé du potentiel des émergents. Mais tout ça, ça rentre dans une stratégie de diversification qui, à notre avis, est vraiment primordiale aujourd'hui. J'ai vu une question passer sur l'Inde, par exemple. Investir sur l'Inde aujourd'hui, est-ce que c'est un intérêt? Oui, c'est un intérêt. Pourquoi c'est un intérêt? Parce que même si le marché indien est cher, c'est une zone avec beaucoup de croissance. Donc, à la limite, n'essayons pas de market timer, c'est-à-dire de trouver le point d'entrée idéal sur le marché indien, mais avoir une exposition à l'Inde, ça a un intérêt parce que il se passe des choses, des choses sur la zone et que le pays a beaucoup de croissance. Donc, avoir une exposition à l'Inde, avoir une exposition à l'Asie. Les crypto-monnaies, bon, alors là, c'est un sujet un peu plus délicat. Oui, c'est sûr que pourquoi pas. Nous on n'a pas d'avis particulier sur combien vaut un Bitcoin, mais en revanche, par rapport à tout ce qu'on a pu mentionner sur les interventions de banque centrale, la monétisation, la création de monnaie, le Bitcoin peut avoir un intérêt dans le sens où, en théorie, le nombre de Bitcoin est fixé à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de dilution par création de monnaie du Bitcoin. Donc, potentiellement,
le Bitcoin servira de monnaie de refuge parce que justement, il n'y aura pas de création de monnaie. Donc, diversification sous toutes ses formes, extrêmement important et potentiellement pas seulement source de dilution de performance, mais source de performance. La diversification n'est pas un vilain mot en termes de performance. Ensuite, en ce qui concerne les États-Unis, je pense qu'on a bien expliqué que l'exceptionnalisme américain avait encore pas mal de moteurs, c'est-à-dire que tout le monde allait participer à la réussite du modèle américain. Maintenant, exposition dollar, oui, c'est possible de s'en prémunir. Alors, soit vous achetez des fonds avec des parts qui vous prémunissent à l'intérieur du fonds contre les évolutions du dollar. Donc, dans ces cas-là, vous perdez 2 ou 3% de performance, mais vous n'avez plus d'exposition au dollar. Après, sinon, il existe des produits qui permettent de se couvrir contre les variations de dollars. Mais là, pour le coup, c'est des produits assez spécifiques, mais qui sont accessibles aux particuliers. Mais il faut en discuter avec votre gérant privé, mais c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, oui, il faut bien sûr que l'exposition aux États-Unis reste une exposition structurante et fondamentale dans un portefeuille. Parfait, merci pour ces réponses. On a pas mal de questions et on s'engage à vous faire des réponses par email. Il est déjà 10h06, donc on tient aussi le tempo et le timing qu'on s'est engagé à tenir. En termes de solutions d'investissement, elles sont nombreuses et évidemment, votre gérant privé est là pour en parler avec vous, les choisir avec vous. Je pense notamment à nos fonds obligataires, et notamment les fonds obligataires datés et flexibles. Son rendement est encore intéressant, ça a été dit. Les produits structurés permettent aussi quand même une exposition à plusieurs types de classes d'actifs, et notamment les actions, que ce soit les indices ou des paniers, avec une protection relative en capital. Bref, le private equity également, et on sera amené à vous en parler puisqu'on lancera notre nouveau fonds géré par le groupe LFPI dans les prochaines semaines. Donc, il y a pas mal de solutions qui sont entre vos mains et à votre disposition. Et donc, on laisse nos équipes en parler avec vous en fonction de votre appétit au risque, de vos connaissances et de votre profil d'investisseur, bien entendu. On va conclure cette webconférence. Merci d'avoir assisté à cette matinée. On espère qu'elle vous a intéressé, vous permettra de bien orienter vos choix d'investissement. Toutes les équipes sont évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions. Vous allez recevoir un petit questionnaire à la fin de cette webconférence pour nous aider à améliorer ces présentations. Donc, merci d'avance d'y consacrer quelques minutes pour y répondre. Et vous aurez également le lien pour pouvoir consulter le replay si vous voulez vous attarder sur quelques planches et quelques propos qui ont été tenus ce matin. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci Damien, merci Adrien. Très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.